train de faire du kavod pour le père, pour son père, pour le père du rabbi. Aujourd'hui, c'est un jour de Iloula particulier parce que c'est un jour chafav, comme le rabbi l'a dit, c'est un jour de la Iloula d'un tzaddik qu'il a donné sa vie complètement, comme c'est connu que quand le rabbi précédent il a quitté la Russie, lui, Reb Levik, c'était un peu ou beaucoup, c'était presque lui qui dirigeait, qui continuait le travail du rabbi précédent. Et donc, on sait que c'était toute sa vie, puisque en plus le rabbi l'a dit, il est parti avant sa date, parce qu'il a, etc. Donc, c'est ce jour-là, la seule chose que nous, on doit se souhaiter en tant que chassidim, qu'on soit attaché, que tous les inanimes, comme on dit, quand un rebbe il s'élève, alors certainement après ces poètes du Shod Bekerev Haaretz, ça amène tous les brachot pour tout le monde, et donc que chacun il doit savoir que par le fait qu'on s'assemble toujours à la fin d'un jour de Yortzeit, on appelle ça un tikkun, c'est-à-dire on offre un peu de mashke, on dit un peu de chaim, etc. Ça c'est quelque chose qui amène énormément, surtout pour nous. Pas pour la Neshama, parce que la Neshama, encore une fois, du père du Rabbi, elle n'a pas besoin de ni notre Chaim, ni nos Mishnayot, ni notre veilleuse, ni rien du tout. Mais nous, on a besoin d'avoir une shaykhout avec ces Inyanim. Et pour ça qu'il faut se souhaiter la première chose, quand on s'assoit, des chassidim en tant que de faire un Farbrayen, souhaiter qu'on soit attachés au Rabbi et qu'on continue, on augmente dans les anagotes que le Rabbi il a dit, il a demandé, bien sûr dans les takadot de Chitat et Rambam on ne parle pas, dans les Miftsaïm on ne parle pas, des choses évidentes, mais que chacun il va encore progresser plus, chacun il va encore augmenter et progresser dans les Yanim. Là. On va, L'chaim. On va maintenant chanter en même temps avec le Rebbe qui chante Nigun Akafot. Et après, on va demander à Rebbe Yoin Mergi, shliach du Rebbe à Place des Fêtes, de nous adresser quelques mots. L'chaim. L'chaim, Rabbi Binyamin, si vous pouvez nous dire quelques mots. L'chaim Livracha, l'chaim à tous. D'abord, un grand יישר כוח d'avoir organisé ce Zoom parce que cette année, c'est une année tellement particulière où chacun d'entre nous est dans son coin. On n'a pas eu le zchut cette année d'avoir le séminaire, d'écouter le Farbrengen de Rishmi, de Chafav, d'être tous ensemble pour ce jour tellement important.
alors au moins on a cette consolation de pouvoir se voir à distance et de pouvoir être tous ensemble pour essayer de méditer un petit peu dans la grandeur de ce jour-là. La vérité, on est bien petit pour pouvoir nous parler de la grandeur d'un tzaddik, d'un gaon et du père du Rebbe, et qui on est pour raconter sa grandeur. Mais Rav Moulay, nous on a eu le zechut d'écouter des farbringen de Rav Moulay au sujet de Chafav, et donc on va essayer un petit peu de rappeler quelques souvenirs de ce que Rav Moulay ressentait et nous faisait ressentir le jour de Chafav. Rav Moulay, comme l'a dit tout à l'heure Yitzhak, commençait toujours par nous dire que tout ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est évidemment pas pour l'élévation de la Neshama de Reb Levik, c'est surtout pour nous, pour l'élévation de notre Neshama à nous. Reb Levik, quand Rav Moulay parlait du père du Rabbi, il parlait toujours avec beaucoup d'émotion. Il y avait des histoires qu'il racontait et on sentait une émotion particulière. Une des histoires que Moulay racontait très souvent, c'était que lorsque Reb Levik a été emprisonné, qu'il a été torturé, qu'il a été mis dans une cellule, on l'a privé d'eau pendant de nombreux jours. Et la première fois qu'il a eu un verre d'eau, Reb Levik, au lieu de le boire, il a fait Negelwasser avec, il a fait Netilat Yadayim. Alors Rav Moulay, quand il racontait cette histoire, il voulait nous faire prendre conscience de la grandeur de Reb Levik. N'importe quel homme normal, Alpi Shulchan Aruch Alpi Din, dans les conditions dans lesquelles il était, il aurait pris ce verre, il aurait bu ce verre. Mais Reb Levik, un tel attachement à Kadosh Baruch Hu, une telle Yirat Shamayim, une telle grandeur, c'est plus qu'une grandeur. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Negelwasser. Moulay voulait nous montrer quel est l'enseignement qu'on doit tirer de cela. Nous, on ne nous demande pas Messirut Nefesh, on ne nous demande pas de donner notre vie. Mais ce qu'on nous demande, c'est donner notre volonté. Mais Sirat Haratzon, on n'a pas les épreuves que ces héros, ces Giborim ont eues. Mais on doit, nous, être capables de donner un peu de notre temps, de notre vie, de notre santé, de notre argent, de nos forces physiques pour Torah et Mitzvot. Et lorsqu'on entend une histoire pareille, il faut se remettre il faut essayer de rentrer dans cette histoire, essayer de la vivre pour comprendre quelle était cette vie spirituelle, cet attachement à la Torah et Mitzvot qu'avait Reb Levik. Il y avait encore une autre histoire qu'il nous racontait souvent, c'est que Reb Levik, lorsqu'il a été envoyé là-bas au Kazakhstan, à Chiali, évidemment qu'il il a pas eu tout de suite une paire de tefilines, et lorsqu'il a finalement reçu une paire de tefilines, il n'avait pas de mezuzot. Reb Levik, qui était fatigué, qui était malade, il passait des heures à la gare ferroviaire pour regarder les gens descendre du train. Il est parti donc à la gare la plus proche du village dans lequel il était. Et qu'est-ce qu'il attendait? Il attendait peut-être qu'il va voir un juif qui va lui vendre une mezouza, qui va lui donner une mezouza. Voilà quelles étaient les préoccupations d'un juif qui se trouvait au bout de la Russie et à qui il manquait une mezouza dans la chambre dans laquelle il vivait en compagnie de son épouse là-bas dans un endroit où l'air était irrespirable. Voilà quelles étaient les priorités de Reb Levik. On raconte une histoire, aussi Moulay, souvent il nous racontait cette histoire que lorsque on a incarcéré Reb Levik, lorsqu'il est passé un bon moment en prison, alors il y a des prisonniers qui ont voulu lui raser la barbe.
Et à plusieurs reprises, ils lui ont demandé, ils lui ont annoncé qu'ils allaient le raser à barbe. Lui, il a refusé catégoriquement. À un moment donné, ils se sont mis à plusieurs sur lui pour lui raser la barbe de force. Dieu le préserve. Et Reb Levik, à ce moment-là, voulait raconter cette histoire et on sentait que ça sortait de ses tripes. Reb Levik a poussé un hurlement lorsqu'on a voulu lui toucher sa barbe. Il a mis ses deux mains sur sa barbe pour la protéger. Il a poussé un tel cri que les policiers ont eu peur. Ils ont eu peur, ils ont ressenti que c'était un cri qui sortait du Etzeman Nefesh. Et à ce moment-là, ils ont laissé Reb Levik et ils n'ont plus jamais parlé de cela. On voit ici, encore une fois, quels étaient les traits de caractère de Reb Levik, cette fermeté, cette ira de Shamaïm, de laquelle on doit essayer de s'inspirer le jour de Chafav. Le message essentiel qu'il voulait nous transmettre le jour de la Iloula, c'était cette kifout, cette fermeté, ce Géon Yaakov, cette manière de dépasser toutes les limites et de ne pas se laisser impressionner par les épreuves que nous subissons dans notre vie de tous les jours. On sait que Reb Levik, il a été incarcéré pour avoir diffusé Torah et Mitzvot, pour avoir bravé les dangers dont il était conscient, puisque même dans son immeuble vivait un homme qui était chargé de le surveiller, de raconter au KGB tout ce qui se passait chez lui. On connaît cette histoire où un soir, il y a des gens du Parti communiste qui sont venus pour un mariage. La mère insistait tellement pour que sa fille se marie avec un mariage religieux. Et il y avait le mari, le fiancé, était un dignitaire du Parti communiste. Et ils étaient censés venir à 11h du soir. Et lorsqu'ils sont venus en toute discrétion, finalement, il s'est trouvé qu'il a manqué une personne. Reb Levik n'a pas hésité. Il a su que si on n'appelle pas ce gardien qui était juif et qui était là pour l'espionner, le mariage n'aurait pas lieu. Donc on sait que Reb Levik était conscient des dangers de toutes ces actions. En fin de compte, le mariage a eu lieu. Et en fin de compte, cet homme-là, non seulement il n'a pas dénoncé le mariage, il n'a pas dénoncé le rébé, mais au contraire, il s'est attaché encore davantage au judaïsme et il a déposé finalement sa carte du parti pour revenir à ses origines. En tous les cas, Reb Levik a été incarcéré, a été envoyé en Russie précisément pour avoir diffusé le judaïsme. Et cependant, même à Chiali, même dans la petite chambre dans laquelle il se trouvait, il a organisé le jour de Rosh Hashanah et le jour de Yom Kippour un minyan, comme c'est raconté dans les mémoires de la Rabbanit Hana. On voit ici quelle était la Gvura, quel était le Messirut Nefesh, quelle était la Tkifut de Reb Levi Yitzhak. Et c'est ça ce dont on doit s'inspirer aujourd'hui. On doit essayer de prendre exemple de cette fermeté dans tout ce qui touche au Inyanim du Rebbe, tout ce qui touche aux missions que le Rebbe nous a données, au Miftsaïm, à Chitat Rambam, comme a rappelé Yitzhak tout à l'heure. Et surtout, toujours essayer un petit peu d'élever un tefar au-dessus du sol en se rappelant du Messirut Nefesh incroyable que Reb Levik a fait. Alors, la seule chose qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est vraiment demander à Reb Levik de nous aider. Je me souviens que la première fois qu'on est allé, il y a 29 ans, me semble-t-il, il y a 29 ans, en Tafshin, même 30 ans, c'était en 29 ans, en Tafshin Nalef, on est allé avec 150 shluchim, on est parti donc à Moscou, et puis à Lubavitch, et surtout à Alma-Ata pour Chafav. Rav Moulay nous avait prévenu.
vous avez dit, attention, lorsqu'on va sur la tombe de Reb Levik, il faut savoir que c'est un endroit où tout ce qu'on demande est accepté. Reb Levik, c'est quelqu'un qui a été un balai sourim, qui est parti de ce monde en déportation, qui a terminé son existence plus tôt. Il nous a prévenu que tout ce qu'on demande sur la tombe de Reb Levik, c'est quelque chose qui va être accepté. Et même que on a eu le droit, il y a 29 ans, de rester 1 minute dans le Tzion, qui était à l'époque très petit, et on avait à peine 1 heure pour faire passer tout le monde. On avait juste le droit de tourner autour de. Mais Moulet nous a demandé de faire très attention et de profiter de chaque instant, de chaque seconde, parce que le jour où on a le srout d'être sur le Tzion de Reb Levik, il faut savoir saisir les occasions. Alors de la même manière, on doit savoir qu'aujourd'hui c'est une occasion, c'est Chafav, c'est un moment important, et on doit demander à Reb Levik de nous donner ses bénédictions, de nous aider dans tous les domaines, dans les Moudat Torah, dans Kiyum HaMitzvot, dans le chinour des enfants, dans le chinour des petits-enfants. Et donc, on va dire les Chaim en souhaitant que nous puissions tirer tous les enseignements de ce jour important et que surtout nous soyons toujours attachés au Inyanim du Rebbe, les Chaim et l'Ivracha. On va chanter ensemble Nikon Ktiva Bechatima Tova, puisque c'était à partir de ce moment-là, le Rebbe il souhaitait déjà avant, mais la Chafav, on commence à souhaiter Ktiva Bechatima Tova. Et une fois, il y avait un camp qui est revenu du camp, ils sont venus pour Chafav. Il y avait le camp de Detroit, qu'ils avaient l'habitude de venir pour Chafav chez le Rabbi. Et quand le Rabbi a parlé de la sikha, la sikha que le Rabbi a fait pour les enfants, il a parlé de Ktiva Bechatima Tova. Et là, les enfants du camp, d'une façon spontanée, ils ont pris ce niguna, ils ont mis les mots Ktiva Bechatima Tova, et le Rebbe il a beaucoup aimé. C'est devenu un nigun maintenant qu'on chante dans les familles, qu'on chante entre Chassidim. Donc on va écouter le nigun Ktiva Bechatima Tova chez le Rebbe. Chaim.
dit tout à l'heure, pour nous, c'était quelque chose qui était nos cœurs au Rebbe, qu'on faisait un chemin. Quand on allait sur le cœur de son père, le Rebbe, il avait un achat spécial. Alors, on va accrocher ça. De continuer avec nous, de nous dire quelques mots encore. Pour Khafar. C'est moi alors, tu continues. Si. T'entends. Il a dit. Non, c'est pas vrai. Le son, il est coupé. Bon, alors, si on doit continuer, Binyamin, il a mentionné quelques histoires, quelques maïsim que Moulay a rappelé, l'histoire de Negelwasser, l'histoire qu'on a entendue du Rabbi, un Pessah, où le Rabbi était très ému quand il a raconté cette histoire avec les matzot. Comment Rabbi Tzrak Gabay, on entend, mais on ne voit pas. Et alors, si tu as besoin de me voir. C'est Sion qui dit que c'est la barbette. C'est bon, on vous voit. On vous voit. On vous voit. Nous aussi, on te voit. Alors, il avait parlé beaucoup l'histoire, comment il a tenu tête au gouvernement parce qu'il voulait, et le gouvernement russe, il voulait avoir la certification des matzot, qu'elles étaient bien cachères. Avec ça, il savait qu'il pouvait vendre énormément, mais il voulait donc le tampon de Reb Levi. Reb Levi, il a dit, il n'y a aucun problème, je peux donner la certification à une condition, c'est que j'envoie mes chômeries. Ça ne va pas être fait n'importe comment. Si je dois donner un tampon, je dois donner une certification de cache-route, je veux envoyer mes chômeries, que je sais quel travail ils vont faire et comment ils vont préparer les matzot, préparer le blé, préparer les matzot, etc., etc. À travers cette histoire, la même chose, comme il a dit tout à l'heure, Binyamin, on voit la tkifut, comment un monsieur, un rabbin, un rav, Reb Levik, il a tenu tête à un gouvernement entier, et un gouvernement qui était un gouvernement rachat, etc., etc. On ne va pas maintenant détailler toutes les circonstances, comme il a dit, c'est raconté plutôt toutes les souffrances qu'il a eues pendant l'emprisonnement par la Rebbe Simchana, mais on voit plusieurs, quand on voit la vie de vie, et comment dans la choule, il a dit qu'il fallait inscrire pour les gens qui avaient un doute, il fallait clairement aller à la police, enfin à la mairie et s'inscrire comme quoi on est juif, et etc., etc. Tout ça, c'était, comme Moulay l'expliquait toujours, c'était la tkifut, le rabbi et son père, c'était le rabbi Lévi qui l'a expliqué toujours que déjà de son vivant, que lui s'appelait Lévi et Yitzhak, c'est l'union des Gvurot, etc., etc. Et tout ça s'est attaché donc avec une fermeté. Comme on sait que Reb Lévi et le rabbi, ils étaient fermes dans tous les unanimes. Quand ça revient, que des chassidim, ils se rassemblent, alors c'est important de savoir qu'on doit, c'est pas seulement garder les takanot, c'est que le inyan de kashrut, quand on veut être attaché au rabbi, c'est quelque chose on ne doit pas laisser un centimètre tranquille, un centimètre de notre vie tranquille, qu'on sait que c'est pas encore, on étudie encore un mamar, encore une sikha, encore une page de Gemara, et le inyan, c'est d'être attaché avec les inyanim dans une manière très ferme, pas laisser, comme c'est connu la sikha qu'on a
qu'on a appris dans Ekev, dès qu'on comprend que le midbar, c'est-à-dire tout ce qui est rien dans le monde, tout ce qui est hevel, on pense que ça c'est quelque chose d'important, ça devient quelque chose de gadol, alors là on commence à créer le galout chez nous. Et quand on veut bien sûr sortir du galout, alors on doit savoir que la seule manière, dans le Dor Hashvi, c'est encore plus et encore plus être attaché, renforcer l'attachement au Rabbi. Comme on raconte, souvent, on voulait raconter cette histoire qu'avant la Nessiout du Rabbi, un des frères Morozov, il devait rentrer en Yechidout, je ne sais pas si c'est son frère, je ne sais pas, il devait rentrer en Yechidout chez le Rabbi précédent, et le Rabbi lui a dit, mets un garde, les demandes de Kashrut. Et il avait un sentiment, un petit sur son visage, étonnement. Alors d'abord, ça, on sait que même un Bachour, il met un garde quand il rentre dans Yechidout, ça c'est... Et la deuxième chose, il te cache, mais les Morozov, c'était des gens qui étaient... Il a dit, le Rabbi lui a dit, dans il te cache, il y a des niveaux, des niveaux, et des niveaux, et des niveaux. Ça veut dire que, bien sûr, on est, Baruch Hashem, des gens qu'on est attachés au Rabbi, on essaye de faire le maximum pour faire du nachatouach, mais on sait qu'il y a encore plus que le maximum. Et ça, c'est quand on est des jours pareils, et surtout qu'on est d'Orashvi, et surtout qu'on est dans les derniers instants, et comment le Rabbi il a parlé les dernières années, on sait que les choses, on doit encore plus et plus se renforcer dedans. On doit plus encore s'attacher, plus encore se renforcer, et de toutes les façons, on arrivera. Le Rabbi, il arrivera. Et nous, on doit savoir qu'on doit monter dans le train et on doit suivre et pas suivre, c'est être actif pour entrer dans le train, de savoir toujours encore de faire encore un peu de nachatouach, d'annoncer des bonnes nouvelles au Rabbi. Pas un peu, il faut essayer beaucoup, mais au moins un peu. Et comme ça, c'est sûr que chacun de nous, il va prendre ce chafav comme... le Rabbi avait cité aussi que Chafav, c'est 40 jours avant Rosh Hashanah, et donc c'est déjà attaché avec la nouvelle année, comme il a dit Shmuel il y a quelques minutes. Donc c'est des moments très importants. À partir de Chafav, on va entrer dans le mois d'Elul, etc., etc. Tout ça, c'est des choses qui doivent encore nous donner encore plus et plus de chayut, et plus de vie pour continuer et augmenter, progresser dans la shlichut, dans ce que le Rabbi veut dire. On raconte rien du tout. Chaim Livracha, que Dieu nous aide, que juste les mots qu'on a dit et les inyanim qu'on est en train de parler, ça soit poël et qu'on puisse faire beaucoup de nachatouach. Chaim.
Rabbi Menaghi, si vous pouvez continuer. Le rabbi accordé, comme on l'a vu tout à l'heure dans la vidéo, vous avez pu remarquer comment ce juif qui s'appelait Nimotin, dont le père s'est occupé de Reb Levik, vous avez vu comment le Rebbe lui a voué une reconnaissance éternelle, au point qu'au moment de la Levaya de son père, le Rebbe est sorti, il a accompagné le cercueil le plus loin possible, parce que quand quelque chose touchait à la vie de son père, de sa mère, le rabbi considérait qu'il devait une reconnaissance éternelle. Et donc, aujourd'hui, on est réunis tous ensemble. On est réunis tous ensemble pour le kavod de Reb Levik, le père du rabbi. Le rabbi, il reste pas Baal Chov. Le rabbi, il est très touché. Le rabbi, il est très content. Le rabbi, il apprécie le fait que chacun ait pris un peu de son temps maintenant pour honorer son père. Et donc, c'est sûr et certain que le Rebbe va donner à chacun d'entre nous les forces de progresser dans l'Imud Torah, dans Kiyum Mitzvot Behidur, dans la Tkifut que l'on doit avoir dans le judaïsme, dans la Havat Israël que l'on doit répandre autour de nous, dans cette manière de diffuser à tout prix, même au prix de son existence, de sa propre vie, le judaïsme autour de nous. Le rabbi explique souvent que une des choses les plus importantes de la vie de son père, ça a été que le Reb Levik a montré qu'il y a Torah Achat, qu'il y a une seule Torah. Il n'y a pas d'un côté Torah Taniglé et de l'autre côté Torah Tanistar. Le rabbi Levi Yitzhak a su lier, montrer le lien profond qu'il y a entre toutes les parties de la Torah. De sorte que on peut étudier une page de Gemara, on peut étudier un pasuk de Chumash et l'étudier avec toute la saveur, toute la hauteur et toute la profondeur de Pnimiut Torah. Et ça doit nous donner un enseignement pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous doit essayer d'étudier le plus possible Torah Chassidut, c'est-à-dire les profondeurs de la Torah, de sorte que lorsqu'il étudie encore davantage Pnimiut Torah, même lorsque des fois ce sont des choses qui touchent à des choses qui transcendent des fois notre entendement. Comme le rabbi explique dans un mamar de Rav Rav, la manne, c'était quelque chose qui nous affamait. Comment une nourriture, elle peut affamer? Alors le rabbi dit, parce qu'il y a deux sortes de pain. Il y a lechem min haaretz, lechem min hashamayim. Lechem min haaretz, c'est Torah Taniglé. Cette Torah Taniglé, elle nous rassasie parce qu'on la perçoit, on la comprend. Tandis que la manne, c'était lechem min hashamayim, c'était Torah Tanistar, quelque chose que lorsqu'on apprend, on ne saisit pas complètement la profondeur de ce qu'on est en train d'étudier. C'est vrai. Et donc, d'une certaine manière, va y arriver, ça nous donne faim, ça ne nous rassasie rien. La manne est quelque chose qui finalement nous montre que on doit des fois être conscient que même que ce qu'on a compris, on n'a pas vraiment bien compris. On a la possibilité encore d'apprendre et encore d'apprendre. Et ça, c'était une des grandeurs de Reb Levik. C'était sa vie entière, c'était le Limud Torah et le lien qu'il y a entre Torah Taniglé et Torah Tanistar. Je voudrais, comme on parle de l'attachement que le rabbi montrait lorsqu'on faisait quelque chose pour son père, je voudrais raconter qu'il y a 29 ans, j'ai évoqué tout à l'heure qu'il y a 29 ans, on était chez Reb Levik. Et je voudrais raconter quelques épisodes de ce voyage fantastique qu'on avait fait à l'époque,
où il faut savoir que en Russie, à cette époque, il n'y avait rien à manger. Toute la nourriture, elle a été apportée par deux personnes, essentiellement. Il y avait Rav Moulay. Moulay, il a amené pratiquement toute la nourriture du Kinous. Et il y avait, à la Vachalom, il y avait Reb Levi Yitzhak Schmerling de Zurich qui avait apporté également une partie. Et je me souviens que Rav Moulay m'avait appelé à la maison, il m'avait dit, Benjamin, prends un feutre avec toi, un gros feutre. Alors, j'ai pris un gros feutre. Et quand on est arrivé à l'aéroport, il y avait là-bas 22 caisses. Il y avait 22 caisses de nourriture, grandes caisses. Et Moulay m'a dit, tu vas les numéroter. Pourquoi? Parce qu'on rentre dans un pays où là-bas, tu peux rentrer 22 caisses à l'aller dans l'avion. Maintenant, au retour à la douane, tu n'es pas sûr de retrouver tes 22 caisses. Mais quand elles vont être numérotées, alors peut-être qu'ils ne vont pas nous en voler quelques-unes. Ils voulaient que cette nourriture qui avait été apportée pour les shluchim et qui serait la seule nourriture qu'ils mangeraient, ils voulaient qu'elle arrive. Et donc, je me rappelle, j'avais numéroté 22 caisses. Quand on est arrivé à l'aéroport de Moscou, je me souviens comme aujourd'hui, il y avait Reb Berl. Reb Berl, c'était le Menaël de Betrivka, le Rav Gourevitch. Dès qu'il est sorti de l'avion et qu'on est descendu pour aller à la douane, il est devenu blanc comme un linge. Il allait perdre connaissance. Ses deux enfants l'ont tenu comme ça, d'un côté. Il remettait ses pieds dans un pays qu'il avait quitté dans des circonstances dramatiques. On sait comment, quand il devait quitter la Russie, sa femme a pu partir et lui, on l'a arrêté, on lui a contrôlé ses papiers, on a vu que c'était des faux papiers, etc. Bref, il a dû descendre du train. Sa femme a voulu aussi descendre, les Chassidim l'ont retenu pour qu'elle puisse sortir. Et lui, il est resté encore quelques années en Russie. Il est sorti miraculeusement pour rejoindre sa femme des années après. Et lorsqu'il est revenu dans ce pays qui, à l'époque, venait à peine de se libérer du communisme, je me souviens comment il était blanc de peur. Et donc, on est arrivé à Moscou. Je me souviens qu'on a passé un Shabbat là-bas mémorable à Marina Rocha de l'époque, c'est-à-dire à l'époque, il n'y avait pas encore le grand bâtiment qu'il y a maintenant. Il y a eu un Farbrengen dans le Marina Rocha avec des bouteilles de mashké qui ont volé dans tous les sens. Je me rappelle qu'il y avait quelqu'un, Yoshua Haddad, qui a pris un petit coup comme ça sur le visage. Il avait un bandeau pendant tout le reste du voyage. Et le rabbi, quand il a vu les photos, il a dit, qu'est-ce qu'il a eu, Yoshua Haddad? Pourquoi il a eu... En réalité, c'était parce que, au Hachem, il y avait une simcha incroyable pendant ce Farbrengen. Et ensuite, je me souviens qu'on est allé à Lubavitch. On est allé à Lubavitch et là-bas, on a été donc sur le Tzion du Rabbi Marash, du Tzemar Tzedek. C'était des moments émouvants. Dans le car déjà qui nous a menés de Moscou jusqu'à Lubavitch, les 8 heures de car, il y avait un Farbrengen. J'étais dans le car de Rav Moulay, de Lebel Raskin, il y avait Nachman Souda qui ont fait Farbrengen pendant tout le moment. C'était impressionnant. Mais surtout, ce que je voudrais raconter, c'est le voyage à Alma-Ata. Le voyage à Alma-Ata, le Rebbe qui se préoccupait de chaque détail du voyage avait demandé qu'on prie les 3 tfilotes là-bas. Alors la prière de Harvit, c'était pas un problème. On est arrivé presque à la tombée de la nuit et on est allé tout de suite dans une grande salle, dans un grand théâtre que la communauté avait réservé. Il n'y avait pas de chaliach à l'époque et toute la communauté de Alma-Ata était là. Il y avait un orchestre, il y a eu un programme et il y avait là-bas Reb Lebel Raskin qui a pris la parole parce que lui avait connu Reb Levik, Alma-Ata et tout petit enfant, il avait servi. Il avait été aux côtés de Reb Levik. Et donc, il a pris la parole. C'était très émouvant. C'est lui qui a pris Harvit. Donc, on a eu Harvit. Shachrit. Il y a eu Shachrit. À l'époque, il n'y avait pas de synagogue. C'était dans un bungalow. Il y avait un minyan qui a eu lieu. Et je me rappelle que Rav Moulay n'a pas prié avec le minyan. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa paire de tefilines et il a commencé à passer chez tous les vieux là-bas qui étaient là-bas, qui n'avaient pas mis les tefilines. Et il a fait Mifsaïm pendant je me souviens, j'ai dit rien. Il n'y a que Moulay pour penser à faire. Alors, on était en train d'une fila à toute allure parce que on devait rapidement aller au Tzion de Reb Levik et prendre l'avion à 1h30. 1h30 de l'après-midi. Donc, Shachrit, il y a eu. Mincha, il y a un problème.
parce qu'à l'heure à laquelle on devait prendre l'avion, c'était pas encore l'heure de Mincha. On n'avait pas le droit de faire Mincha. Il y a eu tout un pile-poule entre les rabbanim, etc. Sauf, ils ont permis de prier Mincha avant le Zman. Et donc, c'est prévu de prier vers 1h20, 1h25, juste avant de monter dans l'avion. L'avion était affrété que pour les Chassidei Chabad. Au final, tout le monde s'est dépêché. On n'avait qu'1 heure à rester, comme j'ai raconté tout à l'heure au Tzion de Reb Levik. On a tourné comme ça rapidement. Il y avait là-bas un juif qui s'appelait, me semble-t-il, Rav Friedman. Et lui, il avait décidé qu'il devait dire tout le Teilim sur le kever de Reb Levik. Il m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire tout le Teilim? On n'a pas le temps. Si tu restes faire tout le Teilim, tu vas louper l'avion. Et tu sais, tu es au Kazakhstan ici, comment tu vas rentrer à Moscou? Lui, il a dit, je terminerai Teilim, je ne partirai pas d'ici tant que je ne vais pas terminer. On l'a prévenu. Il a dit, partez, je me débrouillerai. Et donc, il est resté sur le Tzion de Reb Levik et il a terminé tout le Teilim. On est parti à l'aéroport, on est arrivé, 1h25 pile, on a commencé Mincha et on est monté, on s'est apprêté à monter dans l'avion. Et à ce moment-là, on nous a dit qu'on ne peut pas monter dans l'avion parce que l'avion, il ne peut pas partir. Pourquoi l'avion, il ne peut pas partir? L'avion, il ne peut pas partir parce qu'il y avait une tempête de vent dans le chemin qui menait de Alma-Ata jusqu'à Moscou. Et donc, il fallait attendre encore un petit peu. On a attendu, on s'est assis, ils ont organisé un petit farbringen dans une salle là-bas de l'aéroport. Et on a attendu. Soudain, qu'est-ce qu'on voit arriver? Avec un sourire jusqu'aux oreilles, on voit arriver le Rav Friedman. Lui, il avait terminé Teilim, il avait pris un taxi, il était venu à l'aéroport. Il s'est dit, je prendrai un avion jusqu'à Moscou, un autre avion. Et en fin de compte, tout le monde était là en train d'attendre que finalement cet avion puisse partir. Cet avion, il est parti que à la tombée de la nuit, à la Shkia. Ça veut dire que le Rebbe qui avait demandé qu'on fasse les 3 tfilotes, Arvit, Shachrit et Mincha, si on avait eu Da'at Elyon et pas Da'at Tarton, mais qui pouvait le savoir à ce moment-là, on aurait pu faire Mincha comme il fallait, comme le Rebbe il aurait voulu qu'on le fasse. Mais en fin de compte, voilà comment ce voyage s'est passé. On a vu de nos yeux comment le Rebbe s'occupe de chaque détail de ce voyage. Le Rabbi avait voulu qu'on passe à l'Iadi, qu'on passe à l'Iozna. Cette fois-ci, ça n'a pas pu avoir lieu. C'est la raison pour laquelle ceux qui se souviennent, il y a 4 ans, ont été inscrits dans le programme du voyage, la visite de l'Iozna et de l'Iadi. Voilà comment le Rabbi accordait tellement d'importance à chaque détail de tout ce qui pouvait toucher à son père. Et donc, chacun d'entre nous doit être Bessimcha, doit être content maintenant de pouvoir être ensemble le jour de Chafa pour prendre des bonnes décisions et faire quelque chose qui touche profondément le Rebbe. L'Echaim, l'Echaim. On devait avoir avec nous ce soir au Farbringen Reb Mendy Azimov, directeur du Bet Lubavitch. Et Baruch Hashem, il y a une simcha dans la famille, puisque la fille de Reb Levi Azimov est venue Kala. Et donc, il y a le Vort, et donc il s'est excusé qu'il ne pourra pas venir ce soir, il ne pourra pas intervenir ce soir. On va dire Echaim qu'on n'a que des smachot, qu'on puisse entendre que des bonnes nouvelles, chacun d'entre nous, et que Dieu fasse qu'on sorte de cette gauche-là et qu'on puisse revoir le Rebbe avec son père, le Korov Mamesh. Echaim, Echaim. Chacun dise Echaim à la maison.
Chaim, si on va finir le Farbringen, on ne finit jamais un Farbringen, mais que chacun le continue chez soi à la maison. La partie officielle, on va arrêter ici. Et que si tu veux, on puisse se revoir tous ensemble dans un MC Farbringen, ensemble, le Gashmut, le Chaim, et que chacun continue chez soi à la maison, le Chaim.